cette vidéo, Dans cette vidéo, on s'intéresse aux liaisons de données série 1. Donc, nous allons voir les différents protocoles qui sont installés au niveau de la liaison série pour permettre de véhiculer les informations d'un routeur vers un autre. Dans notre topologie, nous avons un premier routeur client et un second routeur ISP ou Service Provider. Au routeur client est connecté un premier LAN dont les équipements sont des équipements sans fil, et le second LAN se trouve un serveur HTTP. Donc, comme d'habitude, on veut que nos équipements puissent se connecter au serveur HTTP, et particulièrement ils vont pouvoir ouvrir la page web qui est hébergée au niveau du serveur. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est justement les propriétés de la liaison série qui compose le réseau étendu entre les deux sites, le site client et le site ISP. Donc après, une fois que la topologie a été dessinée, on va faire la configuration de base sur les deux routeurs. Ensuite, le routeur client va être configuré comme étant un serveur DHCP pour adresser automatiquement les machines. Nous allons en même temps définir le DNS au niveau du client et au niveau du serveur pour que les machines puissent se connecter au serveur vers le nom de domaine et non pas à son adresse IP. Donc, on va faire la correspondance entre un nom de domaine choisi et l'adresse IP du DNS. Et bien sûr, pour que la liaison puisse se faire, ou pour que les données puissent circuler du premier LAN vers le second LAN, il faut configurer un routage. Dans notre cas, nous avons choisi un routage dynamique OSPF. Donc, que ce soit un routage par défaut, ou statique par défaut, ou dynamique. Dans ce cas-là, nous avons choisi un routage dynamique. Et enfin, nous testerons la connectivité entre les terminaisons, les machines aux terminaisons et le serveur. Enfin, nous allons voir les propriétés, comme on l'avait dit au départ, nous allons voir les propriétés du protocole qui est défini au niveau de cette liaison série. Donc, allons vers le packet tracer. Donc, nous prendrons un premier routeur. On peut constater qu'il n'y a pas de liaison de série déjà configurée au préalable sur le routeur. Donc, nous allons le faire physiquement. Vous avez les slots vides où on peut mettre la liaison série. Il faut déjà éteindre le routeur. Donc, la liaison série, elle est nommée HWIC 2T. Donc, Cisco de Port Serial High Speed. Donc, c'est une liaison série à grande vitesse pour un réseau WAN. Il faut la prendre et la balancer dans le slot vide. Et il ne faut pas oublier de rallumer le routeur. Donc maintenant, vous pouvez voir que les deux ports série ont été ajoutés au routeur. Vous pouvez refaire l'opération avec le même routeur. Sinon, on prend un routeur générique. Et ici, les liaisons série, les ports série sont déjà se trouvent déjà sur ce routeur avec 4 ports face Ethernet.
Pour relier les deux routeurs avec une liaison série, avec un câble série, il y a deux choix. Il y a le choix DCE, CDL DCE, et le CDL DTE. Bon, la différence, c'est que pour le DCE, il existe, la liaison est synchronisée, c'est-à-dire qu'il y a une horloge. Du coup, on peut modifier la fréquence de transmission. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Sinon, il y a le DTE où la liaison et la fréquence d'horloge est fixe. On va relier entre les deux ports série. D'un côté, vous avez le SE010 et de l'autre, SE2CDL, S20. On rajoute les LAN. Donc ici, il faut, pour connecter les terminaux sans fil, il faut mettre un point d'accès. Pour les points d'accès, vous avez la catégorie qui est le wireless device et vous prenez le premier point d'accès avec les machines, donc les end devices qui sont la wireless tablet et le smart device. Donc vous constatez que la connexion ou la connectivité entre les machines sans fil et le point d'accès se fait d'une manière automatique. Et on ajoute le serveur qui se trouve toujours dans les end devices. Donc un serveur HTTP qui sera relié au deuxième routeur. Ce deuxième routeur, on avait dit que c'est le service provider. Et le premier routeur, c'est un routeur client, donc qui permet de connecter les machines clients du LAN client. Pour le serveur, c'est un serveur HTTP. Voilà les différents équipements qui composent le réseau. Pour ce qui est des adresses réseau, le réseau WAN est servi par le 10.0.0.0/8. Le premier LAN, c'est le 192.168.1.0/24. Et le second LAN, c'est le 192.168.2.0/24. Très bien. Donc commençons par configurer le premier routeur. Donc comme d'habitude, on passe au mode privilégié, ensuite la configuration globale. On donne un hostname. Nous allons choisir comme hostname client, donc le routeur client. Ensuite, on commence à adresser les différentes interfaces. Donc, vous avez l'interface série S0/1/0, dont l'adresse IP appartient au réseau 10.3.0. Dans ce cas-là, on va prendre 10.0.0.0.1 et le masque de la classe A. Il ne faut pas oublier de mettre le no shutdown. Bon, pour l'instant, vous constatez que le port reste toujours en rouge parce que la liaison n'a pas été, ou l'adressage n'a pas été finalisé au niveau du deuxième routeur. Pour l'interface Fast Ethernet, pareil, on lui donne son adresse IP qui est le 192.168.1.1 avec
la classe A. Et il ne faut pas oublier le no shutdown. Et ici, il y a un problème parce que vous constatez que le, le port n'a pas été... la couleur du port ne devient pas en rouge, pardon, en vert. Donc, ça veut dire que le câble, ce n'est pas le câble n'est pas correct. Voilà. Donc, le câble, c'était un câble direct alors qu'on devait, on devait mettre un câble croisé, pareil ici. On doit mettre un câble croisé. Très bien. Donc, nous passons au deuxième routeur. Je vais passer sur les détails parce que c'est pratiquement les mêmes étapes de configuration qui doivent être écrites au niveau du deuxième routeur. C'est le ISP. Ensuite, l'interface série. Donc voilà, une fois que c'est fait sur le deuxième interface série, donc vous constatez que les deux ports deviennent en vert. Et bien sûr, l'état de la ligne protocole, est en position up. Pour ce qui est de l'interface FAST du réseau LAN, son adresse IP, nous allons prendre comme adresse IP 192.168.2.1 et le masque. Très bien. Donc voilà la configuration de base sur les les deux routeurs. Nous avons dit aussi que ce routeur va être configuré comme étant un serveur DHCP pour adresser les deux machines. Donc la configuration est la suivante. IP DHCP pool et on donne un nom du pool. C'est un nom au choix. Donc, ici, j'ai choisi My Pool. Le réseau. Donc, le réseau à partir duquel on va adresser les machines. Donc, c'est le 192.168.1.0. Il ne faut pas oublier le masque. La gateway. Donc, la gateway à partir de laquelle les deux machines vont pouvoir sortir de leur réseau et communiquer avec les autres réseaux. Donc ici, c'est le IP de l'interface Fast Ethernet. Donc la gateway ici, c'est default router. .1.1. Donc voilà. Donc pour ce qui est de l'adressage, nous avons terminé. Bon, pour l'adressage dynamique DHCP, nous avons terminé. On peut ajouter maintenant ce qu'on appelle le DNS server. Donc on avait dit que l'utilité du DNS, c'est de pouvoir se connecter non pas à l'adresse IP du serveur HTTP, mais plutôt au nom de domaine qui correspond à cette adresse IP. Donc, pour le faire, déjà, il faut commencer par configurer le serveur. Donc, nous allons configurer le serveur.
lui donne son adresse IP dans le réseau 192.168.2.0, 2.2. Ensuite, pour ce qui est de la gateway, on l'a déjà mise sur l'interface F00. Donc ça va être le 192.168.2.1. Et pour ce qui est du DNS server, on peut prendre la même adresse du serveur HTTP. Donc on peut garder la même adresse. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc qu'on a terminé l'adressage statique du serveur HTTP, maintenant il faut activer les différents services. Donc le premier service, c'est justement le HTTP qui est au préalable en position on. Donc sur la première page, nous n'avons rien à changer. Par contre, sur la seconde page, vous pouvez changer le texte de la page web. Bon, là, j'avais déjà mis TP2 liaison WAN. Donc, il y avait au départ, il y avait un message d'accueil qui était hello, je pense. Et je peux ajouter d'autres informations, TP2. Donc, protocole, par exemple, protocole HDLC, PTP, PAP et SHAP. Donc, c'est les différents protocoles que nous allons voir dans cette vidéo. Très bien. Donc, voilà le texte qu'on a mis dans la page. Maintenant, il faut passer au DNS. Il faut justement remplir les champs propres au DNS. Il ne faut pas oublier de le mettre en on, de l'activer. Donc le nom de domaine, nous allons choisir un nom de domaine pour ce DNS. On va prendre www. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ma première page web, mon premier site, ou moi j'ai choisi tp2.com. Et justement, ce nom de domaine, il est lié à quelle adresse? Il est lié à l'adresse 192.168.2.2, ce que vous avez mis, au départ sur le DNS server au niveau de la configuration du serveur HTTP. Donc, revenons au service. Donc là, il faut ajouter cette correspondance dans cette liste. Très bien. Donc, vous remarquez que le site est relié à son adresse DNS qui est le 192.168.2.2. Donc, une fois que c'est fait, nous pouvons fermer la fenêtre. Et aussi, ce qu'il faut aussi configurer, c'est justement pour que le premier LAN puisse communiquer avec le second LAN, il faut configurer un routage entre les deux routeurs. Donc, nous avons dit sur la fiche que notre choix a porté sur le routage dynamique OSPF. Mais sinon, on peut mettre un routage statique ou un autre routage dynamique, le RIP ou tout autre routage. Donc, commençons avec le client. Bon, déjà, il faut pas oublier de mettre le DNS server. Dans la configuration du DHCP. Donc, le DNS server, c'est le 192.168.2.2. Très bien. Donc, passons à la routage OSPF. Donc, router OSPF. Donc, on l'a déjà fait auparavant avec le numéro d'identificateur, le ID. Les networks. Les networks qui sont directement connectés à ce routeur sont le 192.168.1.0. Son inverse masque, donc le masque direct, est le 3 fois 255.0. Donc l'inverse max, ça va être 3 fois 0
255 et la zone Area avec un numéro d'identification qui est Area 1. Donc le deuxième network c'est le 10.0.0.0. Le masque direct c'est 255 3 fois 0. Donc l'inverse ça va être 0 et 3 fois 255. Et là il faut garder le même area. Donc pareil pour le second routeur. Donc routeur OSPF. Et ici, on n'est pas obligé de garder le même identificateur. Donc on peut mettre un deuxième ID ou un ID différent. Par exemple, ici, on a mis 2. Pour les networks, vous avez le 192, 168.2.0. 3 fois 255, ça veut dire 3 fois 0 pour le masque générique. Et là, je garde le même identificateur qui a été mis pour le LA, le même identificateur qui a été mis sur le premier routeur. Le second réseau, masque générique, et pareil pour le LA. Donc voilà la configuration de l'OSPF sur le second routeur. Donc on va mettre les deux fenêtres côte à côte et vous constatez que justement l'OSPF a bien marché. Donc, vous avez l'OSPF avec le premier processus, hein, numéro 1, OSPF avec le second processus et ça a été connecté ici à la gateway du deuxième network et ici à la gateway du premier network à travers les différents ports CI. Et tout est activé, donc le chargement est full et il est actif, il est down, il peut commencer. Donc essayons maintenant de voir les résultats sur la connectivité. Donc déjà, si on regarde l'adressage des machines, on va faire DHCP. Donc très bien. Donc là, ma première machine, elle a pris une adresse IP dans le réseau, .1.2, le masque bien sûr. La gateway, c'est .1.1 et l'adresse du DNS server qui est le 2.2.2. On regarde la deuxième machine. Donc ici, elle a pris comme adresse adresse hot .4, la gateway et le DNS. Donc essayons de voir la connectivité entre la tablette et le serveur. Donc, on va faire un ping vers l'adresse du serveur. Parfait. Donc vous constatez que elle se connecte au serveur. Donc tous les paquets qui ont été envoyés sont reçus avec 0 perte. La seconde machine. Donc son ping aussi, son ping passe. Donc avec les mêmes résultats. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir si on peut se connecter à la page web. Et nous allons non pas écrire 192.168.2.2, donc qui est le IP de la page web, mais plutôt le nom de domaine. Très bien. Donc vous constatez que la connexion se fait avec la page web. Donc on a pu ouvrir la page web.
et on regarde, par exemple, on regarde le contenu, donc ce qu'on avait mis, donc ce qu'on avait écrit dans l'éditeur de la page, TP2, liaison 1, protocole HDLC, PPP, PAP, SHAP, etc. Donc voilà. Donc maintenant, on passe à la partie qui nous intéresse dans cette vidéo, qui est les propriétés de la liaison. Nous avons dit que euh, qu'en premier protocole défini par défaut sur les routeurs, c'est le protocole HDLC, donc High Level Data Link Protocol. On va essayer de le voir sur les deux routeurs ou sur les liaisons série des deux routeurs. Donc, commençons avec le routeur client. Donc, si on fait un show de l'interface série, voilà. Donc maintenant, on regarde les propriétés de cette interface ou ce port série. Donc le type d'encapsulation, bon, il y a pas mal de paramètres, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout l'encapsulation. Donc le type d'encapsulation qui est défini par défaut, c'est le HDLC. Bon, qu'est-ce qu'on veut dire par HDLC? C'est un protocole propre à la liaison de données. Donc il est défini au niveau de la deuxième couche de l'ISO et qui permet la communication entre deux points d'une liaison série, et en même temps il définit le format de la trame qui est véhiculé par cette liaison. Donc quand je dis format de la trame, donc vous pouvez revenir à la diapo du cours. Voilà. Pour ce qui est de la liaison, pour ce qui est du HDLC, donc vous avez une trame, donc c'est un protocole qui permet de définir l'encapsulation des données, de telle sorte que la trame, avec le protocole HDLC, elle est constituée de deux champs flag, qui sont les champs qui définissent le début et la fin de la trame, l'adresse, destination, la commande, les données et les bits de contrôle. Donc, sachant que pour le HDLC, la taille des données, d'informations utiles, elle est variable. Et en même temps, il définit la taille de chaque champ. Le fait que ces champs se mettent l'un à côté de l'autre, c'est ce qu'on appelle encapsulation. Sachant que le contenu de chaque champ, il est défini au niveau de chaque couche de l'ISO. Par exemple, un champ va correspondre à la couche liaison. Un autre champ est relatif à la couche réseau. Un troisième champ pour le transport. Et une fois qu'on met ces champs-là l'un à côté de l'autre, on a une encapsulation, dans ce cas-là, une encapsulation HDLC. Donc, pour ce qui est des liaisons série, on a dit que l'encapsulation HDLC est configurée par défaut. Maintenant, la particularité de ce protocole, donc le HDLC, c'est un protocole propriétaire. C'est-à-dire que il permet la communication entre des équipements qui sont propres ou qui appartiennent à la firme Cisco. Donc la question qui se pose, c'est au moment d'utiliser des équipements qui n'appartiennent pas à la même firme, quelle est la solution? Donc quel protocole doit-on appliquer?
Donc, dans ce cas-là, nous passons à un deuxième protocole qui est le PPP, le Point-to-Point Protocol. Donc, les caractéristiques de ce protocole, c'est qu'il permet de connecter des équipements autres qui appartiennent à d'autres marques que Cisco, par exemple Juniper ou Huawei ou d'autres firmes. Il se déroule en trois phases. Une phase d'établissement de la liaison, une phase d'authentification qui est très importante et une phase de réseau. Donc pour ce qui est de l'authentification, il y a deux protocoles. Il y a le protocole PAP et SHAP qu'on va voir dans la troisième et la quatrième partie. Donc maintenant, on va s'intéresser au PPP. Mais avant ça, essayons de voir donc, la même chose, on voit qui se trouve sur l'interface série du, du deuxième routeur. En faisant un show. Bon, pardon. Le show se fait dans la partie, donc dans le mode privilégié. Hein. Donc, pareil que pour le routeur client, ici aussi, vous avez une encapsulation qui est en HDLC. Okay. Sur l'interface série du routeur client et celle du routeur ISP. C'est les encapsulations par défaut ou les protocoles de liaison de données par défaut. Donc nous allons, sur le routeur client, nous allons changer d'encapsulation. Il faut entrer dans l'interface série. Et mettre l'encapsulation PPP. Très bien. Si on regarde à nouveau l'interface, donc vous constatez que l'encapsulation dans ce cas-là, c'est une encapsulation PPP. Sur l'ISP, on n'a pas changé, c'est toujours le HDLC. Donc essayons de pinguer de la machine vers le serveur. Donc ce que vous remarquez, c'est que la destination n'est plus reconnue. Tous les paquets envoyés sont perdus. C'est-à-dire que cette liaison ne permet plus le trafic de données entre ces deux points. Donc l'explication est simple. Sur le client, nous avons un HDLC comme protocole, alors que sur l'ISP, ou l'inverse. Alors que, donc voilà, sur le client, nous avons mis une encapsulation PPP, alors que sur le HDLC, sur l'ISP, nous avons une encapsulation HDLC. Donc il y a deux protocoles différents. Donc le HDLC, il va définir un format de trame différent de celui défini par le PPP. Du coup, la trame, c'est tout à fait logique que la trame ne va pas circuler de ce point vers ce point. Donc bien sûr, si on regarde les propriétés de l'encapsulation PPP, donc le PPP, il se déroule en deux phases. Une phase LCP et une phase NCP. Vous constatez que la phase LCP est fermée, elle est closed. Et aussi pour le NCP. Donc, je répète, le PPP se déroule avec une phase LCP et une phase NCP. Donc, le LCP, c'est le Link Control Protocol. Donc, c'est le contrôle du lien. Alors que le NCP, c'est le contrôle du network.
Donc, pour que la session PPP se déroule, il faut que le protocole LCP soit OK, donc marche, et pareil pour le NCP. Par contre, ce qu'on remarque ici, c'est que les deux protocoles, hein, sont en état closed. Donc il y a problème. Et on l'a expliqué pourquoi. Parce que l'encapsulation sont différentes d'un bout à un autre. Donc maintenant, on va changer l'encapsulation sur le second routeur. Donc on accède toujours à l'interface série et on change l'encapsulation. Donc au lieu du HDLC qui est configuré par défaut, on va mettre PPP. Donc vous remarquez déjà que l'état du lien devient up alors qu'il était en down. Hein. Il était en down avant, il devient up. Si maintenant on fait un show de l'interface série, on va mettre côte à côte les deux. Donc voilà. Bon, déjà, là, ici, c'est l'affichage avant la modification. Donc il faut le refaire. Il faut refaire le show. Et voilà. Donc, bien sûr, l'encapsulation est identique sur les deux interfaces. Le LCP est open et le NCP, qui est ici le IPCP, hein, est open aussi sur les deux interfaces. Donc voilà, ça veut dire que la première phase de la session PPP a bien marché et aussi la seconde phase. Donc, je disais que le LCP c'était la mise en place du lien, alors que le NCP c'était celle du network. Donc, le NCP peut prendre plusieurs formes. Pour ce qui est du IPv4, il prend la forme IPCP. Très bien. Donc, parce que ces protocoles sont multiprotocolaires. Ça veut dire qu'on peut avoir le IPC4 pour le TCP/IP, hein, donc ce qu'on utilise nous, mais il y a d'autres protocoles qui peuvent s'intégrer dans le NCP. Donc, je disais que pour le NCP, voilà, pour le NCP, ce qui marche pour nous, c'est le IPCP. Donc, si on revient à la machine et on refait le ping, donc maintenant, vous constatez que le ping marche correctement et il y a connexion entre la machine et il y a connexion entre les machines et le serveur. Donc là, cette liaison est rétablie. Donc je répète, bien sûr, ici il faut changer. Hein, ici, là, le protocole est devenu PPP. Donc je répète, par défaut sur les deux routeurs, le protocole qui est défini par défaut, c'est le HDLC. Il est propriétaire, donc il ne peut pas marcher sur d'autres équipements que les équipements Cisco. Et on peut le changer, on peut maintenant mettre un autre protocole qui est le PPP, sauf que le changement doit se faire de bout en bout, c'est-à-dire il doit se faire sur toutes les interfaces pour que la communication puisse se faire. Donc maintenant, le PPP, on avait dit que sa particularité, c'est que il se fait en deux phases qui sont le LCP et le NCP et il permet ce qu'on appelle l'authentification. Donc l'authentification, c'est une phase d'identification, hein, ou une phase de... c'est ça. Donc le client, par exemple, le routeur client, va essayer de s'identifier au niveau du routeur ISP. Par quoi? Par un mot de passe, par un nom d'utilisateur et un mot de passe.
Donc ça veut dire que le protocole PPP nous permet de sécuriser cette liaison avec un username et un password. Maintenant, les algorithmes qui permettent l'authentification, il y en a deux. Il y a le PAP et le SHAP. Donc, l'algorithme PAP et le SHAP. Donc, l'algorithme PAP, c'est le Password Authentication Protocol, alors que le SHAP, c'est le Challenge Handshake Authentication Protocol. Donc, comment se déroule le PAP? Donc, le premier routeur va envoyer ses identifiants, il va envoyer son nom d'hôte et son mot de passe, et il va essayer de s'identifier au niveau du second routeur. Donc si le deuxième, donc il envoie en continu, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas eu de réponse du second routeur, il va envoyer ses identifiants. Donc une fois que ce routeur est reconnu ou il est authentifié par le second routeur, donc celui-là va envoyer une acceptation, ou s'il y a un problème, il envoie un refus. Donc il envoie un refus d'authentification. Donc nous allons essayer de faire cette configuration au niveau sur notre topologie. Donc commençons par le routeur ISP. Donc du moment que le routeur client va s'identifier au niveau de l'ISP, dans ce cas-là, il faut mettre les identifiants du client dans la base de données de l'ISP. Nous allons mettre username. On va choisir, donc on va dire que c'est router client et password Cisco par exemple. Très bien. Pardon. Il faut toujours se mettre dans le... Donc user name router client et password Cisco. Voilà. Donc nous avons mis c'est-à-dire nous avons mis nous avons mis à jour la base de données de l'ISP avec les identifiants du routeur client. Ensuite, il faut définir quel est le type d'authentification qu'on utilise. Parce qu'on avait dit qu'il y a un choix d'authentification, le PAP ou le SHAP. Donc, il faut accéder à l'interface série et dire qu'on a un protocole PPP avec une authentification. Bon, bien sûr, c'est en anglais. Authentication. Attention. Donc là, il faudra faire très attention à la syntaxe. Authentication, PAP. Non. Voilà. Le routeur, donc, bien sûr, bon, il ne faut pas oublier qu'on a déjà défini l'encapsulation. On avait déjà mis que l'encapsulation, c'était une encapsulation PAP. Pardon, PPP. Si on ne l'avait pas fait, il fallait se mettre ici et mettre encapsulation PPP. Voilà. Mais on l'a déjà fait auparavant. Donc maintenant pour le client, donc il va envoyer ses identifiants au routeur ISP à travers quoi? À travers l'interface F010. Donc il faut accéder à l'interface et donc PPP-PAP sent username. Là, il faut faire attention.
Donc, le username qu'on avait pris, c'était router client. Client. Et le password, c'est Cisco. Très bien. Donc voilà, nous avons terminé avec ça. Bon, vous constatez que la ligne revient en up. Et avec ça, nous avons terminé la configuration du PAP sur les deux routeurs. Donc, ce que vous remarquez aussi que le nom choisi, hein, le username qui est choisi, n'est pas forcément le hostname du routeur. Donc, vous pouvez choisir pour le PAP, vous pouvez choisir n'importe quel nom d'utilisateur, sauf qu'il faut mettre le même nom d'utilisateur lors de l'envoi de la requête. Essayons maintenant de voir les phases d'échange entre les deux routeurs. Bon, bien sûr, le ping entre les machines et le serveur, il va marcher. Donc ça marche. Qu'on ait une authentification ou pas. Parce que on avait dit que le PPP se déroule si on a le LCP et le NCP. Donc, même si on n'a pas d'authentification. Donc, le ping passe. Maintenant, quel est l'impact de l'authentification sur les échanges? Donc, pour le voir, nous allons faire un débogage. Donc, on a déjà parlé du débogage. Cette fois-ci, on va faire un débogage du PPP. Donc, du protocole PPP. Et on ajoute négociation. Donc, ce qui se fait en négociation entre les deux routeurs. Bon, il est en on. On refait la même chose ici. Donc, un débogage. Attention, le négociation, ça s'écrit avec un T parce que c'est en anglais. Bon, si vous remarquez que le débogage ne s'active pas automatiquement, donc ce qu'il faut faire, c'est de désactiver la liaison série et la réactiver. C'est-à-dire la mettre, donc je l'ai mis en remarque. Il faut mettre l'interface série en shutdown. Voilà. Il faut mettre l'interface série en shutdown, ensuite en no shutdown. Donc la désactiver et la réactiver. Donc shutdown pour la fermer. Ensuite, no shutdown pour l'ouvrir. Très bien. Donc vous constatez que les phases d'échange, maintenant, on voit la négociation qui se fait entre les deux routeurs. Bon, pour l'activation et la réactivation de l'interface, vous la faites uniquement sur un seul routeur. Donc, essayons de voir le début des échanges. Donc le PPP essaie de se connecter. Donc il fait un appel, call direction. Ensuite, il y a un traitement de la connexion. Ensuite, il y a un établissement de la phase. Donc, elle est en open. Donc, pareil sur le deuxième routeur. Donc, le LCP est en open, ce qu'on avait déjà vu quand on a affiché l'encapsulation de l'interface. Et le routeur client essaie de s'authentifier. Donc, la phase d'authentification commence. Il va essayer de s'authentifier avec le hostname et le password défini au niveau du PAP. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait une demande d'authentification, donc authentication request. Et vous constatez qu'elle est en output, donc elle est envoyée. Il lui attribue un identificateur et sa taille est égale à 15. Donc, c'est une trame d'authentification qui est envoyée à l'ISP. Bien sûr, l'ISP va la recevoir, c'est en input, il va recevoir la même trame
et il va essayer de faire l'authentification de bout en bout, donc entre les deux points. Authenticating peer. Bon, là, la phase se poursuit, elle est en déroulement. L'état est open. Donc vous constatez que, voilà, il a reconnu le routeur et il termine, il finalise le LCP. Donc il a été reconnu, il finalise le LCP, bien sûr, et la phase est up. Donc là, il y a identification ou authentification du client. Donc le client a été reconnu. Très bien. Maintenant, on va voir le cas où il y a un problème d'authentification. Ce qu'on va faire, nous allons provoquer une erreur. Donc déjà, il faut éliminer cette ligne. Et on va changer dans la base de données, on va changer le nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur a été changé au niveau de la base de données. Par contre, on va le laisser intact. On va le laisser intact au niveau de la configuration du client. Donc, ça veut dire que le client va envoyer comme nom d'utilisateur router client. Par contre, ce qui existe sur la base de données de l'ISP, c'est router client 1. Et essayons de refaire le débogage. Donc, vous constatez que le débogage ne s'active pas automatiquement. Donc il faut refaire la même opération, c'est-à-dire d'accéder à l'interface série, la désactiver avec un shutdown. Ensuite, on la réactive avec un non-shutdown. Très bien. Donc, essayez de voir quelles sont les phases maintenant les phases de négociation. Bon, là, ça ne va pas s'arrêter. Donc, on va essayer de l'arrêter avec ndebug all pour pouvoir voir ce qui se passe. Bon, il faut sortir. Ndebug all. Voilà. Donc, le débogage est off. Faire la même chose ici. Ndebug all. Très bien. Donc, essayons de voir ce qui se passe pour le débogage, lors du débogage. On va essayer de retrouver le début. Donc, pareil, le PPP s'active, donc les phases de PPP sont les mêmes. Maintenant, pour l'authentification, le client va envoyer son hostname et son password. Donc, il fait une demande d'authentification avec une trame qui a un ID 17 et une taille 15. Cette demande arrive au niveau de l'ISP. Il essaie de faire l'authentification, mais comme il y a un problème entre ce qui a été configuré au niveau de l'ISP et du client, donc à ce moment-là, l'ISP ne peut pas authentifier l'utilisateur. Donc on a unauthenticated user. Et il va répondre en output par une trame. Donc ici vous avez authentification no acknowledged, donc il n'est pas reconnu, avec le même ID. Par contre, la taille du message est différente parce que vous avez une authentification failed, donc elle n'est pas réussite, donc un échec d'authentification. Et ce qui est envoyé en output à ce moment-là est reçu en input au niveau du client. Donc il y a un problème d'authentification.
Et l'opération va se répéter jusqu'à, donc elle va se répéter jusqu'à que l'erreur soit modifiée ou soit corrigée par l'administrateur. Donc vous constatez que il y a toujours un message d'authentification, d'échec d'authentification. Donc très bien. Par contre, le LCP, il est toujours en open parce que le PPP, la session de PPP, elle se déroule avec ou sans authentification. Donc voilà, nous avons vu dans cette première partie les propriétés du HDLC, celles du PPP et l'authentification par protocole PAP. Donc nous arrêtons ici pour cette première partie et on verra dans une autre vidéo le deuxième protocole d'authentification qui est le SHAP. Donc, pour terminer, j'attends toujours vos retours et vos questions et suggestions pour pouvoir enrichir les vidéos et en même temps répondre aux interrogations.